Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinar. Alors, on va parler éducation aujourd'hui. On va parler surtout bac. Vous savez, la fameuse réforme du bac qui va changer beaucoup de choses, qui a commencé à changer beaucoup de choses dans les lycées et qui va changer beaucoup de choses si vous avez des enfants, ce qui est le cas de beaucoup des gens qui nous écoutaient en ce moment, qui allaient passer ce bac. Eh bien, vous allez en apprendre beaucoup plus grâce à notre invitée, c'est Caroline Minaley. Merci beaucoup de nous rejoindre, d'être avec nous. Caroline, vous êtes la cofondatrice de Averroès e-learning, qui donc donne des cours, du soutien, de l'aide aux élèves qui sont au lycée, dans les lycées des Français, dans les lycées français de l'étranger, un peu partout dans le monde. Vous allez nous en dire un peu plus sur exactement ce que vous faites. Et puis surtout, donc cette heure de webinaire, ça va être l'occasion de parler à la fois de ce que c'est que cette réforme du bac 2021, de ce que c'est que ces grands principes de ce baccalauréat, des enjeux pour les élèves, et puis aussi on parlera évidemment des conséquences de l'actuelle crise sanitaire sur les lycées, sur cette mise en place de la réforme du bac, évidemment, parce que il y en a beaucoup. Tous les élèves sont chez eux depuis 2 mois, pratiquement partout dans le monde. Les années scolaires sont terminées pratiquement partout dans le monde, donc ça ne sera pas sans conséquences. On va évidemment en parler. Vous savez, le but de ces webinaires de French Morning, c'est de vous donner la parole autant que possible, de vous laisser poser vos questions. Donc, si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez laisser des commentaires, mais surtout, je vous encourage à nous rejoindre sur le Zoom, qui est l'endroit où vous pouvez vous poser vos questions en live, en direct, de manière à échanger aussi avec Caroline. Caroline, maintenant, je vais vous laisser la parole pour nous présenter cette réforme du bac 2021 et puis sans doute avant nous dire quelques mots sur ce que c'est que Averroès e-learning. Oui, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Sur ce nouveau format un peu différent de communication. Donc, je suis effectivement ravie d'être là. Alors, Averroès e-learning, en quelques mots, avant de rentrer dans le vif du sujet, on est effectivement une structure de soutien scolaire et d'accompagnement qui est dédiée aux élèves des lycées français de l'étranger. Donc, on existe en présentiel depuis une vingtaine d'années, un peu plus d'ailleurs au Maroc. Et depuis 4 ans, en fait, on propose nos solutions pédagogiques et notre approche pédagogique aux élèves des lycées français de l'étranger, où qu'ils soient dans le monde, en visioconférence. Donc, on a une équipe pédagogique composée de 15 enseignants permanents, en fait, qui essayent de répondre le plus précisément possible aux besoins et aux situations individuelles de nos élèves, soit par, comme vous l'avez dit, de la remise à niveau, soit du perfectionnement, quand certains élèves sont à la recherche de perfectionnement, ou pour préparer les concours post-bac, par exemple, les écoles de commerce, Sciences Po, les IEP, ou encore pour accompagner des candidats libres ou des élèves du CNED. Ce qui finalement solidifie notre structure, c'est la recherche, c'est l'objectif d'amener peu à peu nos élèves vers l'autonomie, tant dans les apprentissages que dans les méthodes de travail. Donc voilà un peu pour qui nous sommes et comment notre fond de ce qu'on fait vraiment véritablement avec nos élèves. Voilà. Très bien. Donc, vous allez nous présenter d'abord ce que c'est que la réforme de ce bac 2021 avec des slides, je crois, vous allez partager sur votre écran. Et puis après, on prendra quelques questions sur ce sujet. Voilà. Alors effectivement, l'objectif aujourd'hui, comme on l'avait fixé ensemble, c'était de revenir un peu sur cette réforme du bac et donc de revenir sur cette réforme du bac finalement en 3 temps. D'abord, de commencer par essayer de comprendre un peu le pourquoi de cette réforme, quels en étaient les déterminants, qu'est-ce qui a amené le ministère de l'Éducation nationale à finalement refondre de manière profonde le lycée et les enseignements du lycée. Puis, dans un deuxième temps, on s'intéressera aux grands principes, comment ça marche en pratique, comment c'est mis en œuvre. Et puis, dans un troisième temps, avant de nous intéresser à la crise sanitaire actuelle et à ses conséquences, on discutera de quels sont les enjeux pour les élèves, qu'est-ce que ça signifie pour les élèves, tant en termes d'apprentissage, de travail que d'orientation.
Donc, pour commencer, on va s'intéresser à pourquoi cette réforme du bac, finalement, d'où elle sort. Donc, j'ai retenu 3 éléments qui me semblent essentiels pour comprendre un peu les fondamentaux et le raisonnement derrière cette réforme. C'était d'abord le constat que le baccalauréat tel qu'il existait, et le lycée d'avant cette réforme, était une formation qui finalement préparait mal aux études supérieures. Alors que le bac est, il faut le rappeler ici, le premier diplôme de l'enseignement supérieur. C'est vraiment la clé d'entrée dans le supérieur. Alors, elle préparait mal comment ? On constatait déjà les études qui ont été faites depuis des années par les services ministériels et les services extérieurs ont constaté que 2 bacheliers sur 3 étaient en échec en fin de première année de licence. Alors, par échec, il faut entendre soit redoublement pour certains, soit réorientation, c'est-à-dire finalement des élèves qui se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout là où ils auraient voulu être, ou encore des abandons, donc des élèves qui sortent complètement de l'enseignement supérieur, qui sont à peu près 10%. Voilà, donc ça fait finalement seulement un élève sur 3 qui, à l'issue de son bac, donc les dernières études ont été faites sur les cohortes de 2014, ça faisait seulement un élève sur 3 qui, à l'issue de son baccalauréat, poursuivait sa scolarité finalement sans heurts. Le deuxième point qu'on peut mettre en évidence, ce sont des difficultés réelles constatées dans les matières scientifiques par nos bacheliers dans le supérieur, et en particulier en mathématiques. Alors, ces difficultés, elles se retrouvaient aussi bien dans des filières dédiées, c'est-à-dire des filières qui étaient naturellement scientifiques, donc si vous allez en licence de mathématiques ou en école d'ingénieur, etc. Donc là, les élèves se retrouvaient en difficulté par rapport aux attendus du supérieur. Mais aussi, ça concernait des élèves qui partaient vers des cursus type, par exemple, école de commerce, études de management, y compris à l'international d'ailleurs, et qui étaient confrontés à de réelles difficultés en maths dans les premiers cycles. Donc, dans la partie des 3 premières années de licence ou au cours de leur bachelor. Le problème avec cette difficulté dans les matières scientifiques, c'est que les études montrent que souvent, elles perdurent, y compris jusqu'en master. Donc, ça veut dire qu'elle est pour certains élèves, y compris qui ne font pas d'études purement scientifiques, elle était un vrai handicap à une réussite et à finalement un cursus un peu plus tranquille dans le supérieur. Ça, c'était le deuxième point qui était mis en évidence. Le troisième point, c'est que finalement, les diplômes sur le marché du travail étaient relativement dévalorisés. On a constaté qu'on avait effectivement de plus en plus d'élèves très diplômés, jusqu'à des niveaux Bac+5, voire doctorat, mais que cette offre finalement de travail ne trouvait pas d'adéquation sur le marché du travail et que finalement ces lycéens ces diplômés se retrouvaient à occuper des postes qui étaient précédemment occupés par des bacheliers, peut-être de niveau Bac+2 ou de niveau Bac+3. Donc, on a constaté véritablement une dévalorisation d'un certain nombre de diplômes. Donc, finalement, ça, c'est le premier pilier qui a conduit à repenser la formation et le lycée. Le deuxième élément, qui se place plus dans un contexte international, est lié à la pression que constituent les études internationales qui permettent de comparer les systèmes éducatifs. Alors, au-delà des classements type classement de Shanghai ou classement du Financial Times qui vont classer des institutions, et en général des institutions du supérieur, il existe au sein de l'OCDE une étude qui est menée tous les 3 ans, qui s'appelle l'étude de PISA, qui interroge des élèves, qui fait passer des examens et des tests à des élèves qui ont entre 15 et 16 ans. En moyenne, c'est 600 000 élèves qui sont évalués. Et cette étude, donc menée par l'OCDE, évalue 3 niveaux de compétences, des compétences relatives à la compréhension de l'écrit,
donc la capacité des élèves à comprendre ce qu'ils lisent, des compétences mathématiques et des compétences scientifiques. La France, donc ces études sont publiées depuis le début des années 2000 et la France se situe sans réelle progression entre le 20 et le 26e rang selon la dominante qui est étudiée. Donc à peu près dans la moyenne de l'OCDE, rien de véritablement glorieux, à peu près au niveau de du système belge ou du système allemand. Avec très loin derrière les pays asiatiques, par exemple, qui sont associés à cette étude, tels que la Chine, la Corée, Singapour, Hong Kong, ou même très loin des pays baltes, qui ont effectivement complètement modifié et amélioré leurs systèmes éducatifs. Et ce qui caractérise aussi la position de la France dans ces études, c'est la faible proportion d'élèves qui atteignent le plus haut niveau de compétences. Beaucoup plus faible que, de nouveau, dans des pays asiatiques, mais aussi, si je prends l'exemple des maths, par exemple, où on n'a que 1,8% des élèves qui atteignent le niveau le plus élevé en mathématiques, c'est-à-dire que les élèves sont notés sur une échelle de 1 à 6, et donc ça veut dire qu'il y a simplement 1,8% des élèves qui obtiennent la note de 6. Et ça, ce qui est largement en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc, ça veut dire un système qui est finalement, dans ses comparaisons internationales, relativement moyen, avec finalement une élite plutôt plus petite qu'ailleurs. Voilà. Les études PISA évaluent aussi les inégalités au sein des systèmes éducatifs. Donc, j'y reviendrai, on ne va pas tellement en parler aujourd'hui, mais on constate aussi pour la France que le système éducatif aurait plutôt tendance à aggraver les inégalités sociales de départ. Voilà, donc un système qui est quand même pas mal sous pression au niveau des comparaisons internationales. Le troisième élément que j'avais envie de faire ressortir ici pour expliquer un peu les fondements de cette réforme, c'est la persistance en fait dans l'ancien système d'apprentissage très fragmenté. Donc les enseignements et les connaissances étaient découpés en classes, en niveaux, en matières, avec très peu finalement d'interaction et très peu d'interdisciplinarité. Quel est le problème que cela peut poser? C'est un problème qu'on va retrouver dans le supérieur, par exemple, au travers de la difficulté des élèves à traiter sous une forme dissertative, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale, mais finalement à problématiser une question, à structurer un discours et à être en mesure de répondre de manière argumentée et complète à un questionnement. Donc, dans le cadre de cette réforme, on a effectivement, enfin, au niveau du ministère de l'Éducation, on a cherché à créer plus d'interdisciplinarité. Donc, ça va se traduire, comme on le verra tout à l'heure, par de nouvelles matières qui sont de nouvelles disciplines, de nouvelles spécialités qui vont croiser différents champs disciplinaires. Donc, en ne faisant ressortir aujourd'hui que ces trois éléments, ça explique en partie la volonté de mener une réforme très ambitieuse à deux niveaux. Au niveau des contenus d'abord, pour, comme on l'a vu, monter notre compétitivité internationale en termes d'éducation, mais aussi améliorer les capacités des élèves à se débrouiller dans le supérieur. Donc, avec des contenus enrichis, de plus haut niveau, en particulier en sciences, par exemple, en mathématiques ou en physique-chimie, mais aussi en lettres, par exemple, en littérature, en français, donc. Et aussi une réforme qui est très ambitieuse dans ce que l'on attend des élèves, comme on le verra tout à l'heure, où on va attendre des élèves un travail beaucoup plus soutenu et beaucoup plus régulier sur finalement un cercle terminal de 2 années.
Donc voilà un peu d'où cette réforme qui s'est mise en œuvre, qui a été mise en œuvre en septembre 2019. Voilà un peu d'où elle vient, d'où elle sort. Voilà. On ne vous entend pas. Pardon, merci beaucoup. Je vous encourage, si vous avez des questions, on en a qui viennent, mais qui sont plutôt pour les parties suivantes. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi lever la main. Il y a un petit bouton en bas à droite de votre écran, en principe, qui dit Raise your hand, et vous pouvez le faire, et je saurai comme ça qui a envie de poser une question. J'en vois une maintenant, on va le faire, et puis en espérant que c'est effectivement sur cette partie qu'on vient d'aborder. Et puis ensuite, on passera au grand principe de cette réforme avec vous, Caroline. Je vais essayer de donner la main tout de suite, si ça marche. Voilà, à Didier. Je crois, Didier, est-ce que vous nous entendez? Didier, vous êtes là? Il faut unmuter, enlever votre… Voilà, mettre votre… Est-ce que vous m'entendez là? Parfaitement. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais poser une question en particulier sur le constat des performances du système éducatif français. Je trouve que même dans la présentation de Madame Mignalet, elle est un peu, comment dire, c'est un peu édulcoré tout ça, parce qu'elle nous dit qu'au niveau des classements internationaux qui justifient la réforme actuelle du lycée, la France est moyennement classée, entre le 20 et le 26e rang en moyenne dans les dernières études de PISA. Elle ne nous dit rien sur l'évolution justement du classement du système scolaire français dans ce classement PISA. J'aimerais bien en savoir un peu plus et qu'elle… Voilà. Parce que, à mon avis, moi, je suis agrégé de sciences économiques et sociales moi-même, hein, eh bien, à mon avis, au niveau du constat, on est toujours très, très frileux en France sur le fait que le système ne s'en sort vraiment pas très bien et que, à mon sens, j'ai l'impression que ça a plutôt tendance à se dégrader. Est-ce qu'elle pourrait nous donner des détails à ce niveau-là, sur l'évolution du classement du système français? Merci Didier. Caroline. Oui, merci Didier pour cette question. C'est vrai que j'ai édulcoré. La position de la France sur les études PISA a évolué très peu depuis les années 2000. Elle s'est très largement aggravée, donc là sans édulcorer du tout, en ce qui concerne le traitement des inégalités. C'est-à-dire que le système scolaire actuel est plus inégalitaire que dans les années 2000. Au niveau du classement et des connaissances, il y a une très, très, très légère amélioration, mais elle est comment dire, elle est peu significative. Et en revanche, d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, qui étaient très mal classés dans les premières études, dans les années 2000, ont véritablement réformé leur système. Alors, je serais incapable de vous en donner les détails précis, mais de manière importante. Et eux ont vu une réelle amélioration de leur position. Donc, même s'ils sont aujourd'hui à peu près au même niveau que nous, c'est toujours un tout petit peu mieux, mais à peu près dans les mêmes niveaux. En revanche, eux, il y a une réelle amélioration. Pour la situation française, honnêtement, les changements sont très peu perceptibles. La situation est assez stable depuis les années 2000. Alors, encore une fois, avant de passer à la deuxième partie, il y a une autre question par écrit de Patricia Pia qui nous dit, et qui est un peu sur le même sujet, mais de l'autre côté, nous dit, est-ce qu'au contraire, ces nouvelles exigences ne vont pas renforcer les inégalités sociales? Et elle enchaîne, pouvez-vous élaborer sur la notion d'élite d'ailleurs? Caroline? Alors, ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est qu'en fait, le système français est à la fois selon ses études, se montre être à la fois très inégalitaire et pas particulièrement efficace pour justement les élèves les plus avancés ou qui ont les meilleurs résultats. Alors, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir répondre à tout. Je vais essayer.
En termes d'élite, je veux simplement dire, je veux simplement parler des élèves qui obtiennent dans ces études les meilleurs résultats. En fait, il faut savoir que les tests qui sont proposés aux élèves sont les mêmes dans tous les pays. Donc, bien évidemment, les compétences qui sont visées et qui sont évaluées, certaines, on peut imaginer, ont été vues dans certains pays et pas dans d'autres, ce qui peut expliquer ces écarts en termes de pourcentage d'élèves qui atteignent les plus hauts niveaux, les meilleures notes en fait finalement. Est-ce que cette réforme va aggraver les inégalités? J'ose espérer que non. Et on va voir après qu'on peut imaginer peut-être que des parcours plus individualisés vont au contraire permettre de mieux adapter les situations, enfin les besoins des élèves et leur parcours pour une meilleure réussite. Je pense que c'est l'objectif. Maintenant, je ne suis pas au ministère de l'Éducation nationale. Moi, je pars d'un constat. Et j'ai tendance à travailler la plupart du temps soit avec des élèves qui sont très bons et qui veulent plus, soit avec des élèves qui, au contraire, sont en difficulté. Donc, c'est cela que je connais mieux, finalement. Très bien. Alors, on va enchaîner tout de suite sur la deuxième partie de votre présentation et dans le vif du sujet, j'allais dire, sans doute ce qui intéresse le plus nos auditeurs sur ce que ça va changer pour les lycéens qui sont dans les lycées. Et d'abord, quels sont ces grands principes de ce nouveau bac? Oui. Alors, je vais repasser sur le diaporama. Donc, sur les grands principes du nouveau bac, donc, j'ai vraiment, là aussi, l'objectif, c'est d'essayer d'être un peu didactique et pédagogue dans le cadre de ce webinaire. Donc, 3 éléments importants. Le premier, c'est une seconde générale qui reste, c'est-à-dire comme précédemment. La réforme du lycée a été mise en œuvre à partir du mois de septembre dès la classe de seconde. Donc, une seconde générale avec des enseignements communs à tous et simplement un choix d'option. Donc, une seconde pour laquelle, effectivement, les programmes ont été revus, mais qui reste ce qu'on appelait précédemment une seconde de détermination, c'est-à-dire finalement une seconde, tous les élèves qui rentrent en seconde générale vont suivre exactement le même parcours. En fin de seconde, va se poser la question du choix de spécialité. Donc, des spécialités, c'est-à-dire qu'auparavant, on choisissait des séries. Moi, à mon époque, on allait en bac C. Avant cette réforme, on allait en bac S ou en bac ES ou en bac L. Aujourd'hui, on va choisir des spécialités, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir un bac, on va choisir des matières individuelles, des spécialités individuelles. On va en choisir 3 en première et 2 en terminale. Dans ce cadre-là, et pour répondre à la question qui avait été posée par Patricia tout à l'heure, on va effectivement pouvoir beaucoup plus panacher les parcours en fonction des besoins et des appétences individuelles des élèves. Donc, ces spécialités, elles vont se rajouter en première et en terminale à un tronc commun. Donc, le tronc commun qui concerne tout le monde et qui va regrouper l'histoire-géographie, par exemple, les langues vivantes, 2 langues vivantes, un enseignement scientifique et du sport, qui vont concerner tout le monde, et le français, bien sûr, en première et la philosophie en terminale. Ça fait partie du tronc commun. Et puis, les spécialités vont être choisies parmi… Alors, il y a une liste de 11 spécialités principales dans lesquelles les élèves vont retrouver des choses, j'ai envie de dire, classiques et habituelles comme les mathématiques, la physique-chimie, les sciences économiques et sociales, mais aussi des spécialités pluridisciplinaires, un peu plus transversales, comme par exemple une spécialité qui s'appelle Histoire géopolitique et sciences politiques, ou une spécialité autour des humanités, qui va croiser de l'histoire, de la littérature et de la philosophie. Et puis aussi des spécialités artistiques,
Donc, la spécialité art devient une vraie spécialité à part entière. Donc, on peut choisir de faire en première maths et art, par exemple, et art plastique. C'est un vrai parcours. Voilà. Et puis, donc, 3 spécialités en première et puis 2 spécialités en terminale. C'est-à-dire qu'en terminale, au moment de l'entrée en terminale, on abandonne une des spécialités de première pour se concentrer sur finalement 2 disciplines qui se rajoutent au tronc commun. Le 3e pilier de cette réforme, c'est effectivement moins d'épreuves finales en terminale et plus de contrôle continu sur 2 ans. Donc, on voit dans la petite iconographie, dans le petit calendrier qui est sur la droite, en fait, on voit en bleu, enfin, j'espère que les couleurs se voient bien, on voit en bleu les matières de tronc commun et de contrôle continu. Donc, on voit par exemple l'histoire-géographie qui est passée sur 3 épreuves qui sont passées en 3 temps, 2 fois en première, 1 fois en terminale. Et puis, on voit finalement que les épreuves finales se limitent à 6 épreuves, 2 épreuves en fin de classe de première, avec le français écrit et le français oral. Alors, tout ça, c'est évidemment hors Covid-19. Et les épreuves de spécialité conservées en terminale, qui se passent donc au mois de mars de l'année de terminale, mars-avril de l'année de terminale. Et enfin, plus que 2 épreuves au mois de juin de terminale, la philosophie et le grand oral, qui est une épreuve orale qui s'appuie sur les 2 spécialités choisies par les élèves, conservées par les élèves en classe de terminale. Donc voilà un peu pour les grands principes. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, à propos de ces grands principes, et sans doute comme matière d'introduction à la partie suivante sur vraiment les enjeux pour les élèves, Martine nous pose une question. Elle nous demande, Martine, est-ce qu'il vaut mieux passer un bac avec option internationale ou un International Baccalaureate? Question qui nous permet d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, en fait, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que, en fait, c'est pas du tout le même, c'est pas le même cursus. Le bac international est un bac qui va être en anglais, déjà, donc dont les épreuves seront en anglais, alors, dans sa conception, ressemble effectivement à ce nouveau bac du système français, en ce sens que les élèves choisissent des matières et que l'enseignement se fait effectivement sur 2 années, avec une portion de contrôle continu de nouveau et des épreuves terminales au mois de mai de l'année de Grade 12. Et le bac format français avec l'option internationale qui signifie simplement avoir, en plus du cursus classique, une discipline non linguistique enseignée en anglais, ou enseignée dans la langue de l'option internationale, l'espagnol si c'est l'espagnol, et voilà. Et donc, la plupart du temps, ça signifie pour les élèves avoir, par exemple, l'histoire-géographie. Souvent, c'est l'histoire-géographie enseignée dans une langue étrangère, avec du coup un programme qui est différent du programme classique d'histoire-géographie enseignée en français. Donc, difficile de dire qu'est-ce qui est mieux. C'est vraiment un choix de l'enfant. Est-ce que l'enfant est plus à l'aise pour travailler en anglais? Est-ce qu'il veut aller absolument poursuivre ses études dans un environnement anglophone? Enfin, voilà, c'est un ensemble d'éléments à prendre en compte qui sont assez différents. Après, j'ai envie de dire que de passer du système français au système IB, c'est quelque chose qui doit être pensé assez tôt. C'est-à-dire qu'idéalement, c'est au plus tard, vers la 4e. Après, c'est tard et difficile pour les élèves. Voilà. C'est sans doute une question sur laquelle on reviendra avec d'autres questions et puis au fur et à mesure de cette présentation. Je voudrais tout de suite donner la parole à Rigel, je crois, je ne sais pas si je prononce correctement.
Sans doute pas. Oui, c'est ça. Bonjour, oui. C'est ça. Bon, ben, j'ai de la chance. Merci beaucoup. Donc, allez-y, posez votre question à Caroline. Oui, bonjour. Alors moi, je vois cette réforme du bac par ma petite lorgnette du CNED, avec mon fils qui est au CNED en première. Et donc, mes enfants font le CNED depuis qu'ils sont en primaire. Et là, cette classe de première, je trouve qu'il y a une très grande impréparation. Les cours sont arrivés en retard. Ils arrivent, ils sont pleins de fautes de fond, de fautes de forme. C'est difficile de savoir ce qu'on attend exactement des élèves. Les énoncés des devoirs sont parfois ambigus et sujets à interprétation. Mais bon, surtout des fautes de forme et des fautes de fond, des erreurs énormes dans des problèmes de maths, dans les solutions qui sont proposées, pour lesquels je contacte le CNED, ils me disent « Ah bah oui, en effet, désolé, c'est une erreur » et à chaque fois, c'est comme ça. Donc ce niveau d'impréparation que moi je constate malheureusement avec le CNED, alors que j'en étais très content pour le collège et pour la primaire, est-ce que c'est un reflet de l'ensemble du système éducatif français face à cette réforme qui, je trouve, par mon expérience, a peut-être des objectifs nobles, mais j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas donné le temps de la mettre en œuvre comme elle aurait dû l'être. Est-ce que c'est une perception erronée? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Rigel. Voilà une excellente question, Caroline. Oui, merci pour cette question. Alors, difficile pour moi de me prononcer sur le CNED. En revanche, effectivement, c'est une réforme qui nécessitait un travail de préparation énorme. C'est-à-dire que nous, par exemple, à notre échelle, pour continuer d'accompagner efficacement nos élèves, on a travaillé les nouvelles disciplines de première à partir du mois de février de l'année dernière, de manière à être prêt en septembre et à avoir effectivement bien appréhendé les enjeux des programmes, les changements de modalité des examens, les attendus des examens, etc. Donc, c'est une réforme qui nécessitait effectivement un gros travail préparatoire. Alors, est-ce que l'Éducation nationale a donné suffisamment de temps à ses intervenants pour s'y préparer? Là, je ne saurais pas trop dire. Mais ce qui est certain, c'est que l'exigence et les modifications profondes d'un point de vue pédagogique qu'implique cette réforme faisaient que c'était vraiment excessivement difficile, inimaginable de se présenter en cours cette année à la rentrée sans avoir réfléchi aux enjeux posés par ces nouvelles révisions et des programmes et des modalités d'examen. Donc, peut-être qu'effectivement, certaines parties prenantes n'étaient pas tout à fait prêtes en septembre. Ce qui peut expliquer, par exemple, les retards dans la réception des cours du CNED ou des choses comme ça. Très bien. Merci beaucoup. Caroline, je vous laisse enchaîner avec la partie suivante, les enjeux pour les élèves. Oui, avec plaisir. Je vais revenir sur mon petit diaporama. Hop. Juste peut-être avant ça, parce qu'il y a une auditrice qui réagit là-dessus dans les commentaires sur la langue dans laquelle on peut passer le bac international, le International Baccalaureate. Elle dit qu'on peut le passer en français et aussi dans bien d'autres langues. Ouais. C'est le cas, hein, je pense que vous parliez principalement du territoire américain ou anglais en disant que c'était en anglais. C'est vrai, et on peut effectivement passer le bac international dans plein de langues. Après, effectivement, le nombre d'établissements qui proposent la préparation dans des langues, là en l'occurrence aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre, donc qui proposent des préparations en dehors du Québec. Je ne sais pas si effectivement il y a beaucoup d'établissements qui vont proposer le français comme langue de préparation de l'IB. Moi qui suis en Europe, il y a très peu d'établissements, par exemple. Mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait exact. Très bien. Alors, en ce qui concerne les enjeux de la réforme pour les élèves, qui sont quand même les premiers concernés par tout ça, enfin avec les enseignants aussi quand même.
Donc, pour les élèves, la première question qui va se poser, et finalement très tôt dans leur cursus, c'est quelles sont les spécialités qu'ils vont devoir choisir, comment les choisir. Donc, effectivement, avant, on choisissait une série, c'était quelque part un petit peu plus simple, parce qu'on choisissait un pack et que en fonction de vos résultats, de ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas, on vous encourageait à aller vers une série ou une autre. Ça ne va plus vraiment être possible. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir dès la classe de seconde à quelles sont les spécialités que je vais prendre. Alors là, en termes de stratégie, il y a différents éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est évidemment l'offre de spécialité qui est proposée par l'établissement dans lequel est scolarisé l'élève. Puisque s'il existe 11 spécialités en tout, elles ne sont pas toutes proposées dans tous les établissements. C'est vrai en France comme à l'étranger. Donc, la spécialité art, par exemple, n'est pas systématiquement proposée dans tous les établissements. Elle est dans de nombreux d'entre eux, mais c'est vrai qu'elle n'est pas systématiquement proposée. De même que les spécialités langue, littérature et culture étrangère, qui peuvent être proposées dans différentes langues. Si je prends par exemple, je regardais ça l'autre jour, le lycée de Larchmont, par exemple, à New York, propose langue, littérature et culture étrangère en espagnol. Alors que Londres, le lycée Charles de Gaulle, va proposer langue, littérature et culture étrangère en anglais. Donc, mais aussi en espagnol. Donc, voilà, ça fait autant de variantes. Donc, les choix doivent être faits en fonction de l'offre disponible déjà. Le deuxième élément à prendre en compte, clairement, c'est le projet d'orientation. Donc, en seconde, on a un projet d'orientation qui est quand même encore souvent flou et incertain, et c'est normal. Mais il faut quand même un peu se projeter un minimum pour savoir vers quoi on va se diriger, vers quoi l'enfant va se diriger, ou vers quoi il sait qu'il n'ira pas. Voilà. Et en fonction de ça, il faut prendre en compte ces éléments-là pour choisir des spécialités. Donc, j'ai essayé de synthétiser quelques grandes filières dans lesquelles et quels sont les parcours qui sont encouragés par les établissements du supérieur. Donc, si on prend par exemple les études de médecine ou les études scientifiques, bon, pour faire médecine, il est indispensable de garder des maths et en première et en terminale. Puisque dans les premières années de médecine, en tout cas dans le parcours fac de médecine, puisque ça aussi, ces études-là sont réformées, il y a des matières telles que les biostatistiques, etc., qui font énormément appel aux maths. Pareil pour, par exemple, les écoles de commerce, qu'on y accède via une classe préparatoire en France ou en post-bac directement, et là que ce soit en France ou dans une université étrangère, au Canada, en Angleterre ou aux États-Unis, on va attendre des élèves les mathématiques. Voilà, donc ces projets d'orientation doivent quand même être pris en compte. Et puis après, il faut tenir compte, et je pense que c'est un peu jouer le jeu de cette réforme, des goûts des élèves. On le reverra tout à l'heure, enfin on le verra juste après, cette réforme a comme conséquence pour les élèves une importance accrue du contrôle continu, donc, et ça dès la première. Ça veut dire que quelque part, les élèves doivent essayer de viser à avoir le meilleur dossier possible, à la fois pour leur bac, mais aussi pour leur poursuite d'études, qui vont s'appuyer une fois de plus sur ces bulletins de première et ces bulletins de terminale. Et donc, quand même, on réussit mieux en suivant des disciplines qu'on aime et dans lesquelles on prend du plaisir à apprendre. Et donc, ça, c'est important de garder ça en tête dans le choix des spécialités. La deuxième conséquence donc, pour les élèves, j'en parlais à l'instant, c'est effectivement l'importance du contrôle continu et donc des fameux bulletins scolaires, alors qu'ils soient faits tous les trimestres ou qu'ils soient faits par semestre, finalement, peu importe. Ces bulletins, donc des notes de première et des notes de terminale,
vont maintenant compter pour 10% de la note de baccalauréat, globalement. Donc, effectivement, c'est un vrai travail sur 2 ans. Et pour le coup, là, ça rejoint un peu le principe de l'ABI avec ce cycle terminal sur 2 années. La deuxième conséquence pour les élèves, c'est un nombre d'épreuves important dès la classe de première, qui là aussi compte pour l'obtention du baccalauréat. Précédemment, on passait en première uniquement les épreuves de français écrites et orales et l'épreuve de TPE, qui était un oral qui se passait en mars-avril. À partir de, théoriquement cette année, les élèves ont passé des épreuves en histoire-géographie, en langue vivante, et à la fin de l'année, donc celle-là, la plupart des élèves ne les ont pas passées pour cette année, mais des épreuves en enseignement scientifique et dans la spécialité qu'ils abandonnent, et puis les épreuves de français. Donc quand même une charge de travail et une charge d'épreuves et d'examen qui s'accentue en classe de première. Et puis l'autre élément sur lequel j'ai envie d'insister ici pour les élèves, c'est le poids très important des spécialités de terminale, puisque les 2 spécialités de terminale comptent pour 32% de la note de bac finale, uniquement sur les épreuves écrites, et auquel s'ajoute le grand oral, qui en lui-même compte pour 10%, mais grand oral qui se passe sur les disciplines de spécialité conservées par les élèves en terminale. Donc, ça fait quand même un poids d'environ, on va dire, 40% de la note de bac qui s'appuie sur ces 2 spécialités qui sont conservées en classe de terminale. Donc, ça, c'est aussi un gros changement. Et puis, pour nos élèves des lycées de l'étranger, j'ai eu envie ici de rappeler qu'un des enjeux, c'est qu'est-ce qui se passe quand on déménage. Avant, quand on déménageait, quand on faisait une première L et qu'on passait en terminale L, on pouvait bouger partout dans le monde. À partir du moment où il y avait une classe, il n'y avait pas de difficulté. Bon, alors, ce sera toujours le cas. C'est-à-dire que contrairement à l'IB, où justement les programmes sont conçus sur le cycle terminal et où donc il n'y a pas de séparation entre la classe de première et la classe de terminale, dans cette réforme du bac, on a conservé des programmes pour la classe de première et des programmes pour la classe de terminale. Ça veut dire qu'effectivement, un élève peut bouger entre sa première et sa terminale. La seule contrainte, c'est effectivement de s'assurer que les spécialités qu'il a suivies en première existent dans son lycée d'accueil. Ça, c'est la contrainte un peu nouvelle de cette réforme du bac sur des familles à forte mobilité. Et en termes de, si on doit déménager en fin d'année de seconde, par exemple, ben là, de nouveau, on doit se poser la question en termes de choix de spécialité, non pas sur les spécialités qui sont disponibles dans l'établissement dans lequel est scolarisé l'élève, mais au contraire, les spécialités qui sont disponibles dans l'établissement dans lequel il va arriver. Voilà. Donc, ça crée effectivement, en tout cas pour nos élèves qui sont donc scolarisés dans des lycées français de l'étranger, une petite contrainte supplémentaire pour les familles en termes de mobilité. Donc, voilà pour les principaux enjeux, Emmanuel, pour les élèves de cette réforme. Merci beaucoup. Donc, on abordera après rapidement les effets de la crise sanitaire et les conséquences à court ou à plus long terme. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce sujet, sur tous les autres. Pour cela, vous pouvez lever la main et je vous donne la parole directement, ou si vous êtes timide, posez votre question par écrit sur le Q&A qui est en bas du Zoom. Et encore une fois, je le répète, si vous nous suivez sur Facebook, cliquez sur le lien Zoom pour pouvoir poser vos questions directement. Géraud nous avait posé une question. Géraud, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Allez-y. Oui, j'avais une question relative à ce que vous venez de dénoncer, Madame Caroline Mignalet. Vous avez dit que, par exemple, pour médecine, il fallait conserver les mathématiques plus ou moins obligatoirement. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'un choix de SVT et physique-chimie en terminale, avec des mathématiques complémentaires, préparerait mieux à une entrée en fac de médecine?
En fait, les directives qui sont données par les universités de médecine ne sont pas celles-là. C'est-à-dire, ce qui est recommandé, c'est effectivement mathématiques et physique. Et c'est effectivement contre-intuitif, mais les sciences et vie de la Terre ne sont pas nécessaires. En tout cas, si on fait médecine par le cursus traditionnel, puisque aujourd'hui, on peut aussi présenter médecine via un cursus un petit peu différent, en faisant une licence d'une autre discipline et en suivant une spécialité de préparation à la classe aux études de médecine. Mais oui, effectivement, je maintiens ce que j'ai dit, c'est que les premières années des études de médecine sont excessivement sélectives et que les maths sont plus importantes en termes de matière de sélection que la SVT. Merci. Très bien. Voilà. Géraud, ça répond à votre question? Oui, merci bien. Merci beaucoup. Une autre question, Anne nous demande, à propos de, toujours une question un peu orientation, j'imagine, à propos de l'IB, est-ce que la version UK ou version US, quelles sont les conséquences? Sur l'IB? Oui. Je suis incapable de répondre à cette question. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de la différence entre la version UK et la version US de l'IB. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je peux chercher si vous prenez les coordonnées. On essaiera de chercher et de donner la réponse à Anne. Restez sur French Morning pour ça. Nous avons Monique qui a une question à poser. Monique, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je ne voulais pas en fait poser une question. Je voulais d'abord vous remercier pour cette présentation et je voulais aussi dire qu'il n'y avait aucune différence quand on prend le IB. J'ai été l'ancienne présidente du Board of Governors du baccalauréat international et quand on passe l'IB en France ou en Angleterre, aux États-Unis, en Angleterre ou en France, c'est absolument le même. C'est le même dans tous les pays. La seule différence, c'est entre les pays du Nord et les pays du Sud, si vous voulez, les pays qui sont au nord ou au sud de l'équateur. Voilà, mais sinon, les épreuves sont les mêmes dans le monde entier au même moment. Et il existe effectivement des écoles en Angleterre, aussi bien qu'aux États-Unis et au Canada, qui offrent l'IB en français, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas très nombreuses aux États-Unis, mais il y en a par exemple à Dallas, il y en a à New York, et donc là, ça dépend vraiment du choix des parents. Mais je pense que ça serait peut-être intéressant que vous ayez une émission une fois sur le IB et le travail que l'IB a fait avec la mission laïque française. Absolument. Oui, effectivement. Absolument, merci beaucoup. Vous voyez, on a tout de suite la réponse à la question de Anne. C'est les merveilles de la communauté French Morning. On a les questions, on a les réponses. Merci beaucoup, Monique, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir nous donner cette réponse. De rien. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci. Merci. Nathalie a une question aussi. Allez-y, Nathalie. Pour que votre micro soit activé. Nathalie ne nous entend pas. Alors, Jouad a une question à l'écrit, pardon. Bonjour, pour les prépas aux écoles d'ingénieurs, quelles deux spécialités doit-on avoir au bac? Mathématiques et physique-chimie. Voilà, c'est simple. C'est ça. Alors, pour rebondir sur la question de Géraud tout à l'heure et pour compléter, puisque effectivement je n'en ai pas parlé, il existe aussi en terminale des options, en première aussi d'ailleurs, mais en terminale, pour parler des mathématiques par exemple, il existe deux options en mathématiques. Il existe une option qui s'appelle Math Expert
qui va être effectivement privilégié pour des élèves qui vont aller, par exemple, en prépa aux écoles d'ingénieurs, en classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, donc qui vient s'ajouter à la spécialité mathématiques. Et il existe une option maths complémentaire qui s'adresse à des élèves qui auraient suivi les maths en première et la spécialité maths en première et l'auraient abandonnée, mais veulent en même temps continuer à faire des mathématiques. Donc, ce n'est plus une spécialité, ça reste une option. Voilà, donc je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça reste une possibilité. Puis dans les options, on a aussi des choses moins mathématiques, comme une fois encore, on va retrouver des disciplines artistiques ou des langues anciennes, par exemple, latin, grec. Pas dans tous les établissements, bien sûr. Formidable, très bien. Je vous encourage à continuer de poser vos questions. Il nous reste une dizaine de minutes ensemble et on va évoquer très rapidement, Caroline, la dernière partie sur les conséquences de la crise sanitaire. Mais évidemment, avec vos questions, on pourra revenir aux questions plus générales sur le bac et cette réforme. Allez-y. Ok, donc, alors, la situation actuelle fait que, je pense qu'on la vit tous selon où nous sommes. Donc, il y a effectivement des établissements qui sont fermés depuis, moi j'ai des élèves à Hong Kong, donc leur établissement a fermé aux environs du 20 janvier, donc, et n'a toujours pas réouvert et c'est pas du tout sûr que ça réouvre. À l'inverse, il y a des établissements qui ont fermé très tard, comme Singapour, par exemple, qui n'a fermé que début avril, ou même oui, mi-avril presque. Voilà, donc les situations sont très diverses. Ce qui est sûr, c'est que en fait, un très grand nombre d'élèves ont fait de l'école à distance. Donc, en termes d'examen, et qui a plutôt bien fonctionné, selon les pays, effectivement, selon les situations, selon les classes, bien évidemment, donc, mais qui a quand même, sur les parties collège, lycée, plutôt assez bien fonctionné. Donc, en ce qui concerne la fin les classes à examen pour cette année, donc première année de réforme, donc effectivement, ça fait pas mal de chamboulements. Alors, en ce qui concerne les terminales, aucune épreuve écrite. Donc ça, elles sont entièrement supprimées. Elles sont remplacées donc par du contrôle continu, donc c'est-à-dire les bulletins des premiers, deuxième et éventuellement troisième trimestre si les élèves sont retournés en cours physiquement. Donc un oral de rattrapage pour les élèves qui n'auraient pas 10 de moyenne générale. Donc un jury d'admission comme par le passé, qui valide, comme traditionnellement, c'est-à-dire jury d'admission qui décide qui étudie les livrets scolaires et décide de la possibilité de donner le bac, une mention, autoriser un élève à aller au rattrapage, etc. Une session de septembre, principalement pour donc les candidats qui ne peuvent pas aller au rattrapage et les candidats qui ne disposent pas de livret scolaire, comme les candidats libres et les candidats du CNED, par exemple. Donc ça, c'est pour les terminales. Pour les élèves de première, donc toutes les épreuves écrites, là aussi, sont supprimées et sont remplacées par les notes des bulletins scolaires, donc des bulletins de notes des 2 premiers trimestres ou éventuellement de nouveau le 3e trimestre s'il y a reprise des cours. Et en revanche, le maintien de l'épreuve orale de français qui se tiendra entre le 20 juin et le 4 juillet, selon les établissements et selon les pays. En ce qui concerne les élèves de 3e, donc, qui passent normalement le brevet des collèges, donc brevet des collèges qui est un mix entre du contrôle continu déjà et des épreuves terminales en sciences, mathématiques, français, histoire géo et une épreuve orale. Donc là, le brevet des collèges, les épreuves écrites là aussi sont entièrement annulées et remplacées par les notes des livrets scolaires des élèves. Donc voilà pour la situation au printemps 2020. Ce que la situation actuelle aura aussi changé pour les élèves de terminale, c'est les conditions d'accès au supérieur, puisque
de très nombreux concours post-bac ont été supprimés. Je pense aux concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs post-bac, aux écoles de commerce post-bac, aux concours de Sciences Po, pour lequel en tout cas pour les IEP, puisque Sciences Po Paris, ça avait effectivement eu lieu. Donc, toutes ces épreuves écrites ont été supprimées, remplacées par l'étude des dossiers des élèves et éventuellement certaines épreuves orales qui sont maintenues dans certains cas, mais finalement assez peu. Voilà. Donc, voilà ce que ça va changer pour l'ensemble de ces élèves. Donc, pour les élèves de première, c'est vrai que c'est pas mal de secousses finalement entre la mise en œuvre de cette réforme, ces petites, comme on en a parlé tout à l'heure, ces hésitations, ces ratés au démarrage, j'ai envie de dire, et puis en plus maintenant des épreuves qui sont supprimées et remplacées par du contrôle continu. Donc pas mal pour cette première mouture des futurs bacheliers 2021, pas mal de secousses quand même. Voilà. Pas mal de questions aussi du coup sur ça. Alors Judith, vous l'avez dit, mais on va le répéter parce qu'elle posait la question avant que vous le disiez. Savez-vous si l'oral de français aura lieu et si oui, sous quelle forme? Alors, s'il a lieu, il aura lieu sous sa forme prévue. Prévue. Alors, en présentiel ou en visioconférence ou dans quelles conditions sanitaires, je ne sais pas, mais s'il aura lieu, il aura lieu dans sa forme classique, c'est-à-dire une demi-heure de préparation, 20 minutes de passage, comme prévu, avec les temps forts du passage, l'analyse linéaire du texte, la question de grammaire et la discussion sur œuvre complète. Ça, aucun changement. Maintenant, si j'ai bien écouté ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer vendredi matin, heure d'Europe, la décision définitive sera prise à la fin du mois de mai, mais à partir du moment où les lycées réouvrent, le bac de français aura lieu. Voilà. Très bien. Une autre question de Anonymous. Sans examen du bac, comment seront données les mentions? A priori, la mention correspond à une moyenne au bac. Donc, en fait, c'est pas qu'il n'y aura pas de bac pour les élèves de cette année. C'est que les notes de ce qu'on appelait une collante, c'est-à-dire les notes de leur baccalauréat, seront issues, au lieu d'être issues d'une copie d'examen, elles seront issues de leur bulletin scolaire. Donc, il y aura bien un bulletin de bac. Et ce bulletin de bac, les mentions seront attribuées de la même manière que précédemment par le jury d'admission, en fonction de la moyenne obtenue par les élèves et de la décision du jury au vu du livret scolaire. Merci beaucoup, Caroline. Roger, est-ce que vous nous entendez, Roger? Non. Allô? Oui, on vous entend. Oui, très bien. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous aviez une question? Oui, j'avais une question concernant le dual BA, qui est en fait, on peut faire 2 ans en France et 2 ans à l'étranger. Quel est l'intérêt pour la suite des études et quel est l'intérêt aussi sur le marché du travail comparé à un cursus normal de 4 ou 5 ans dans la même université? Merci, Roger. Alors, donc là, pour remettre les choses en contexte, vous parlez d'études supérieures, donc oui, après le bac, oui. D'un bachelor en 4 ans, avec 2 années faites dans une université ou dans une école quelque part et 2 années faites ailleurs. Il y a des programmes qui le proposent comme EDEC ou comme Sciences Po avec New York. Enfin, il y a différentes filières. Oui. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est un véritable double diplôme. Donc, puisque, en fait, dans ces doubles bachelors, vous obtenez le diplôme des 2 institutions. Alors que quand on fait si vous faites par exemple, pour reprendre votre exemple, si vous faites le BBA de l'EDEC et que vous partez faire 1 an d'échange ou à l'étranger, là, vous n'obtenez que le diplôme du BBA de l'EDEC. Donc, j'imagine qu'un des intérêts peut être sur le marché du travail, si on envisage de
de travailler. Si on a un pied aux États-Unis, un pied en Europe, peut-être que ça facilite l'intégration sur le marché du travail. Voilà un des intérêts que j'y vois. Le deuxième intérêt, il est d'apprendre dans deux systèmes, d'acquérir des compétences différentes, puisque les systèmes éducatifs, les systèmes du supérieur, effectivement, ne fonctionnent pas tous pareil. Donc, les compétences et les attendus ne sont pas tout à fait les mêmes en France qu'aux États-Unis. Après, voilà ce que je pourrais dire. Après, ça a un coût très élevé, ces doubles diplômes. Donc, ce n'est pas négligeable. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne sais pas. Il y a quand même une réalité, c'est que si on est français et qu'on fait un parcours comme celui-ci, on bénéficie de réductions importantes aux États-Unis après. Pour poursuivre un master? Oui. D'accord. Et de la même façon, les Américains, en sens contraire, qui font la même chose, commençant à New York par exemple, et venant ensuite à Paris, payent beaucoup moins cher aux États-Unis parce qu'on les accepte en France. Oui. Il y a un accord bilatéral. C'est pour Sciences Po. Oui. Ouais. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Roger. Ariel, est-ce que Ariel nous entend? Si oui, il faut que vous activiez votre micro. Ariel ne souhaite pas, on ne l'entend pas. Écoutez, je vais lire sa question qui était que sa fille est en seconde. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire plus tard et ne se sent tentée par aucun cursus scientifique ni école de commerce et ne se sent pas forcément attirée par l'économie ou la science politique, qui sont en fait les 4 grandes orientations toujours traditionnellement proposées, même depuis la Réforme. Elle ne sait quelle spécialité prendre. Pourra-t-elle changer de spécialité en cours de première ou est-ce définitif? Je précise que son lycée ne propose pas l'option art qui lui aurait plu. Ah, oui, c'est ce que j'allais vous dire, donc c'est dommage. Alors, la possibilité de changer de spécialité en cours de première, elle est quand même assez limitée. Elle va pouvoir se faire selon les établissements. En gros, je dirais jusqu'à jusqu'aux vacances de novembre dans la plupart des établissements. Plus tard, de manière un peu plus difficile, mais ça arrive. C'est laissé à la décision des chefs d'établissement. Donc, ça dépend de son lycée, en fait. Voilà. Après, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'elle aime faire. Est-ce qu'elle aime lire? Est-ce qu'elle aime plutôt écrire? Est-ce qu'elle aime voilà, revenir à des choses comme ça. De ce qui, Très bien. c'est vrai que c'est difficile. Donc, on a dépassé l'heure qui nous était assignée pour cette émission, pour ce webinaire. Encore beaucoup de questions. Alors, il y en a encore qui arrivent sur les coefficients du bac. Bonjour, est-ce que les coefficients du bac seront appliqués dans le cadre du contrôle continu par le jury d'admission? Une nouvelle question sur les mentions à laquelle on a répondu tout à l'heure. Pas mal de questions aussi sur voilà, les mentions du bac 2020 seront déterminées par les notes des bulletins et les notes des oraux. En fait, si on passe les oraux, est-ce que la mention est forcément passable? Si on va à l'oral de rattrapage? Oui. Oui. Voilà. Voilà une réponse claire et précise. Merci à tous. En tout cas, Caroline, je vous laisse prendre la parole pour conclure si vous le souhaitez. Et puis, évidemment, vous pouvez continuer d'envoyer vos questions. Vous pourrez retrouver ce webinaire et la présentation de Caroline Mignalet sur French Morning, comme d'habitude. Et puis, vous aurez là aussi ses coordonnées pour lui poser éventuellement vos questions directement, entrer en contact avec elle. Caroline, je vous laisse conclure. Je vous remercie beaucoup. C'était une très chouette première expérience de webinaire comme ça. Donc, merci beaucoup aux participants pour leurs questions aussi. J'ai essayé de répondre, d'essayer d'être le plus synthétique possible. Voilà, c'est un sujet qui est infini. Et donc, si vous me faites passer les questions, il n'y a pas de problème, je répondrai en décalé autant que je peux aux questions qui me seront transmises en fait. Formidable. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur French Morning. On a beaucoup
de webinaires qui sont prévus dans les jours qui viennent. On va parler demain, pour ceux qui sont à New York, avec la consul générale de New York qui, à 17h heure locale, viendra répondre à toutes vos questions. Et vous en avez beaucoup, on en a déjà des dizaines qui sont arrivées. On va parler demain aussi de préparer sa succession en tant que Français au Royaume-Uni pour ceux qui sont en Angleterre. On va parler reconversion professionnelle pendant le Covid. Vous pouvez retrouver tout ça sur French Morning. Et puis jeudi, on a évidemment notre émission hebdomadaire, la Bande FM, qui recevra cette semaine le député d'Amérique du Nord, des Français d'Amérique du Nord, du Canada et des États-Unis, Roland Lescure, qui là aussi pourra répondre à toutes vos questions. Encore un que j'avais oublié, c'est la vie de couple durant la quarantaine, qu'on abordera mercredi soir, heure de New York aussi, avec une psychologue, Viviane Jacobs, qui viendra donner des conseils et écouter aussi vos témoignages sur ce sujet. Encore une fois, beaucoup de webinaires et d'émissions qui sont prévus dans les jours qui viennent pour essayer de vous accompagner dans cette période où on se pose tant de questions. Restez avec nous sur French Morning, continuez de nous suivre sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Merci encore à vous, Caroline Minalet, pour ces interventions et explications très complètes sur ce sujet du bac 2021. Et à très bientôt à tous. Merci.